Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks, un podcast que vous pouvez retrouver sur votre plateforme audio préférée et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou vos questions sur Instagram. On se fera plaisir de vous répondre. Alors aujourd'hui, nous allons passer cette émission. C'est la deuxième partie de notre trilogie sur l'histoire récente des Mavericks. Le premier épisode était dédié au début de Luka avec Dallas, notamment son trade et ses 2 premières saisons exceptionnelles. On va continuer l'histoire aujourd'hui avec mes 2 acolytes. Tout d'abord avec Quentin. Salut Quentin. Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que pour ceux qui ont une rentrée, tout se passe bien. Et puis moi, de mon côté, je suis chaud bouillant pour attaquer ce deuxième épisode sur la trilogie, comme tu dis. Et puis, ouais, ça va être bien de se replonger dans les souvenirs. En plus, c'est des bons souvenirs, ces saisons-là, pas comme la 5e saison, donc j'ai hâte. On gardera la 5e saison pour le 3e épisode. Allez, avec nous aussi, on a Nico qui est en train de scruter les places là qui viennent d'être disponibles. Salut Nico. Oui, salut Barnab, salut Quentin, salut tout le monde. Absolument, on a le plaisir de voir là les places qui sont disponibles à la vente. Donc on rentre dans les grandes questions de quel package, quel billet, quel match faut-il voir, avec je vois aussi les prix qui vont avec. Donc voilà, je préviens mon banquier des sorties d'argent à venir. Ok, allez, on va démarrer tout de suite notre deuxième épisode en parlant de cette saison 2020-2021 qui, à la sortie des playoffs, nous avait donné pas mal d'espoir. Hein. On peut le dire, les Mavs avaient surperformé en mettant les Clippers sous difficulté dans ce premier tour de playoffs. Donc on attendait une progression de l'équipe, on attendait même une progression de Luka. Alors, j'ai envie de poser une question à Quentin pour démarrer. Est-ce qu'on peut considérer que la saison 2020-2021 était une continuité de la saison précédente? Alors oui, autant, comme on l'a vu dans le premier épisode, saison 2, elle sortait de nulle part par rapport à la saison 1 un petit peu. Autant la saison 3, on est effectivement dans une continuité. Et en préparant l'épisode, j'ai même honnêtement été surpris à quel point est-ce que statistiquement les 2 saisons sont identiques. Alors que dans le jeu, on a quand même des différences. Pour moi, c'est plutôt la 3 et la 4 qui sont le plus proches. Mais statistiquement, entre la saison 2 et la saison 3, effectivement, on est sur un quasi copier-coller. Alors, cite-nous les stats de Luka, justement, entre les 2 saisons, pour voir si elles sont vraiment pareilles. Ouais, bien sûr. Déjà, on va dire, allez, pour les stats les plus connues, ça va être un nombre de points, rebonds, assists par match. Donc, on était en gros à 29 la saison sophomore et à 28 pour la saison 3. Pour les assists, c'est pareil, 8,7 environ. Et pour les rebonds, il y en a un petit peu moins. Sur la saison 3, on passe de 9,5 à 8. Mais sinon, voilà, on est quand même dans des statistiques qui sont très similaires. Le temps de jeu, c'est du 34 minutes par match. Et même là où j'ai été surpris, c'est que le nombre de tirs pris, c'est 20,5 pour les 2 saisons. Et on est à peu près sur les mêmes répartitions de tirs à 2 points. Tir à 3 points, à 0,1 près pour les 2 points. Enfin, c'est assez fou. La seule grosse différence qu'on note et puis qu'on a tous ressenti en tant que fan, c'est qu'on a quand même une belle progression de 4 points sur le pourcentage à 3 points. Et ça, autant on avait parlé dans l'épisode précédent, ça nous avait bien fait mal aux yeux sur sa saison sophomore. Il y a eu une amélioration très très nette quand on connaît la difficulté des tirs de Luka Doncic. 35%, c'est quand même très propre pour une immense majorité de tirs qui ne proviennent pas de passes décisives. Donc juste... Alors Quentin, les stats, c'est une chose, ouais. Mais est-ce que globalement, tu considères qu'on avait le même Luka en saison 2 et en saison 3? Non, justement, c'est là où je voulais en venir. Comme j'expliquais dans le podcast d'avant, la saison 2 de Luka, elle est vraiment unique. On n'en verra pas d'autres comme ça, notamment par... il avait le côté très fit de rookie, mais un peu limite la maturité des saisons d'après. Et donc, on a déjà commencé à perdre cette version de Luka qui allait énormément au cercle, mais qui était beaucoup plus maladroit derrière et qui prenait aussi moins de tirs derrière. Et là, du coup, en fait, on commence à avoir cet amorçage. Voilà, il se fait dès la saison 3. Et donc, j'ai aussi trouvé, voilà, pour montrer que c'était pas juste des impressions. Au niveau des stats, la saison sophomore, il y a plus d'un tir sur 4 qui sont pris sous le panier.
Là, on a quand même baissé, on est plus proche des 15%. Et aussi, ça, je l'ai découvert, mais ça va aussi dans mon sens. Dans sa saison 2, il a eu 80 N1 qui ont été sifflés sur la saison. Il en a 60% de moins. Sur la saison 3, il est à 50, 52, quelque chose comme ça. Donc, ça montre aussi qu'il y a eu moins d'agressivité vers le panier. Et surtout, on retrouve quelque chose qui n'existait pas, pas vraiment dans sa saison rookie et sophomore, c'est l'apparition du tir à mi-distance, où il est devenu quand même assez précis, je trouve. Donc voilà, vous savez, hein, majoritairement, il y a des tirs où il post-up et après il se retourne, ou aussi des fois des step-back sur des 2 points très longs. Il y a vraiment cette apparition dans la saison 3, donc pour moi, j'ai noté que c'était la naissance du Luka mi-distance, et un peu le Luka qui, même s'il continue à aller au cercle à 3 points, il tire maintenant un petit peu de partout. Et voilà vraiment, pour moi, la plus grosse différence, le plus gros changement entre Luka 2 et Luka 3. Et alors, les Mavs 2 et les Mavs 3, quand on regarde juste en termes de victoires dans les 2 saisons, on est à 42. On a 43 en 2019-2020 et on a 42 en 2020-2021. Alors, j'ai envie de poser cette question à Nico. Est-ce que c'est les mêmes Mavs entre les 2 saisons? On est globalement sur les mêmes, on est quand même sur les mêmes chiffres à peu près. Je dirais que le jeu d'équipe n'est pas exactement le même, mais on finit à 42-30 en 2021, en se rappelant aussi qu'on est à égalité avec les Lakers et les Blazers, qui sont 6e et 7e à 42-30 également. Donc honnêtement, la 5e place, c'est quand même relativement flatteur. Et le bilan collectif, elle est une grosse maille, il est assez similaire en fait. Donc je dirais que pour moi, on a la même lignée. Sur ces saisons-là, il ne faut pas oublier qu'elles étaient écourtées à cause du Covid. Donc 43 et 42 wins. J'ai fait un petit produit en croix des familles. Et en fait, sur une saison à 82 matchs, on tourne en fait autour de 47-48 wins. Donc c'est déjà très propre collectivement, cette équipe saison 2, saison 3. On a tendance à oublier parce qu'on parle de 42-43, mais c'est sur des saisons écourtées. Alors, est-ce que Luka était mieux entouré dans cette saison 3, Nico? Ouais, je pense qu'il était globalement mieux entouré. Après, il y avait Porzingis déjà, non? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Il y avait Porzingis déjà qui a été là une partie de la saison. Alors après, la fragilité de Porzingis, on l'a également vu dans la saison régulière, mais effectivement, c'était une promesse un peu de la saison passée, où en saison 2, on avait vu Porzingis, mais on ne l'a pas forcément vu dans toute la continuité. Ça s'est vu notamment à la fin des playoffs. Là, on repart la saison, on a un Porzingis en se disant, là, c'est l'année où ils vont marcher à pleine vitesse. En tout cas, c'était l'attente majeure. Donc à ce titre-là, c'est une upgrade, mais une petite upgrade. Je ne veux pas lâcher tout le biscuit, on va revenir dessus, mais c'est une petite upgrade. Donc pas exactement celle qui était pleinement attendue. Est-ce que ce duo, Luka Porzingis, il a marché? Est-ce qu'il était aussi bon qu'on attendait pendant cette saison, on va l'appeler la saison 3? La réponse à la question, est-ce qu'il a marché? Moi, je trouve que c'est trop dur à répondre. Par contre, la réponse à ta deuxième question, est-ce qu'il était à la hauteur des attentes? Non. Et je pense qu'on a eu peut-être un peu trop d'attentes pour ce duo avec des joueurs qui étaient aussi jeunes pour Porzingis, très jeunes pour Luka. Donc, globalement, non, ça a été compliqué. Comme tu as dit, Nico, il y a eu beaucoup de blessures. Hein. Porzingis, il joue 43 matchs sur cette saison, donc sur les 72 au total. C'est trop peu aussi pour qu'il y ait une vraie connexion, une vraie alchimie qui se fasse. On a senti que sur le terrain, c'était un petit peu en dents de scie, et surtout, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était en fait 2 joueurs qui sont très forts individuellement. Et du coup, sur certains matchs, ça le faisait parce qu'on a ces individualités qui sont bonnes, mais l'alchimie n'a jamais été à son top, en tout cas entre les 2 joueurs. Il y a toujours eu, on l'a vu, du respect. Personnellement, j'ai pas non plus trouvé qu'il y avait des échauffements, ça m'a jamais semblé tendu, mais c'est vraiment un peu ce genre de collègue du travail que tu respectes, tu te prends pas la tête avec, mais ça ira jamais plus loin avec. Et c'est vrai que des fois, ça peut être problématique quand on a 2 joueurs qui sont censés être les franchise players. Ils avaient aussi un peu du mal à se trouver de temps en temps, je trouve. Et enfin, je pense que Rick Carlisle n'a pas forcément fait les meilleurs choix pour mettre en valeur Kristaps Porzingis dans l'intégralité de cette saison. Je dis pas que c'est facile, mais globalement, ça reste quand même compliqué cette saison pour le duo Porzingis-Luka Doncic en tout cas. Ouais, moi je rajouterais juste un truc à ce que tu dis, Quentin. Je pense que c'est aussi l'évolution pour moi du jeu de Porzingis suite à sa blessure. Je pense que naturellement,
Ses blessures en série ont fait qu'il a commencé à modifier son jeu, à changer son jeu et notamment un peu alors, je dirais pas fuir l'intérieur, mais enfin, en tout cas d'être moins l'intérieur dominant dont les Mavs avaient besoin. Et ce que son physique a apporté, ce qu'il avait besoin de faire, je pense pour lui individuellement, sauf que le problème, c'est que c'est pas du tout ce dont les Mavs avaient besoin. Ils avaient besoin de lui en intérieur dominant qui pouvait aussi s'éloigner du cercle. Mais elle avait un peu l'impression que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, quoi. C'était plutôt un joueur extérieur qui de temps en temps allait à l'intérieur, ce qui était absolument pas ce dont ils avaient besoin. Ouais, et puis il a été trop souvent ciblé en défense. Comme tu dis, quand on le fait venir, c'est pas pour ça, c'est même le contraire. On le fait venir, c'est pour améliorer notre défense intérieure. Et trop souvent, il a été la cible de joueurs adverses. Des souvenirs, par exemple, de Damian Lillard qui se l'est régalé sur Porzingis, à chaque fois demander le switch. Enfin, c'est des choses qui étaient compliquées à voir. Et comme tu dis, sa blessure, elle a beaucoup affecté. Il a cherché à changer son jeu. Ça a pris du temps et je pense qu'il a réussi à trouver le nouveau joueur qui doit être avec Washington, avec Boston par la suite. Et du coup, le timing n'a pas été bon pour nous, autant pour lui que pour nous. Ouais, malgré tout, les Mavs progressent. On va dire que leur playoff contre les Clippers, encore une fois, ont montré une progression. On aurait pu espérer peut-être une progression plus importante, mais au final, en tant que spectateur, on avait quand même l'impression que les Mavs se sont améliorés. Est-ce qu'on peut commencer à raconter ces playoffs? Est-ce que c'était les mêmes playoffs finalement, la même série que l'année d'avant? Est-ce qu'on attendait plus finalement des Mavs? Je pense que c'est légèrement différent en fait. C'est légèrement différent parce que déjà le statut individuel de Luka, il n'est plus le même du tout en fait. Je pense que le message qui a été envoyé sur la saison 2 sur les playoffs, c'était très clair que Luka est un joueur majeur dans le top, d'ailleurs NBA First Team, dans les top joueurs NBA et il est attendu très très haut. Donc là, à ce moment-là, la grande question des Mavs, c'est pas le talent de Luka. La grande question, c'est comment on peut mieux entourer Luka pour passer une étape. Donc fondamentalement, je pense que l'approche, elle est un peu différente. Donc c'est plus vraiment une surprise les Mavs. Ils terminent 5e de la saison régulière. Les Clippers 4. Donc sur le papier, on se dit ça va être assez serré quand même. 4 et 5, il y a quelques défaites d'écart. Après, fondamentalement, quand on regarde le roster, je me rappelle très bien de cette série. Moi, les Clippers étaient favoris. Peut-être moins que la saison précédente, mais ça semblait bien compliqué pour les Mavs quand même. Dans l'équilibre d'équipe et le roster, les Clippers paraissaient quand même assez nettement au-dessus. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Effectivement, globalement, les deux séries entre les 2 années se ressemblaient quand même très proches. C'est très rare d'avoir sur 2 playoffs de suite 2 équipes qui s'affrontent coup sur coup et qui ont des rosters qui changent aussi peu. Donc on est vraiment sur une vraie revanche, en tout cas à l'aube de ces playoffs. Mais comme tu dis, autant la saison d'avant où on fait un 4-2 inespéré, personne croyait en nous, autant cette saison-là, les Clippers sont favoris, c'est sûr. Mais il y a pas mal de personnes qui disent non, franchement, je pense que les Mavs peuvent passer, ils peuvent le faire. Donc j'étais pas non plus confiant, mais cette fois on n'est plus en mode comme la saison d'avant. C'est bon, la saison est réussie, on est allé en playoff, les gars. Si on en chope un, c'est déjà magnifique. Là, on cherche à gagner, à passer le tour, tout en sachant qu'on est tombé sur un adversaire qui n'aurait pas dû finir 4 au vu du niveau collectif qu'ils avaient. Ils auraient dû être plus haut, mais bon, ils ont eu des blessures, etc. C'était pas un cadeau de les avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, la série a pu commencer. Peut-être que je peux raconter un peu. Vas-y, j'allais te demander, Drax, nous raconter un peu le scénario de la série, juste pour qu'on se remémore un peu. Je vais faire court, mais globalement, il y a quand même un élément qu'il faut se souvenir et qui a été totalement fou, c'est que les Clippers étaient favoris et à domicile aussi, ils avaient l'avantage du terrain. Et il va se produire quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'NBA, sauf peut-être pendant la bulle, mais du coup, la bulle, ça compte pas par rapport à ce que je veux dire. C'est que pendant les 6 premiers matchs, c'est l'équipe à domicile qui a perdu. Et donc ça, c'était totalement fou et très dur à vivre en tant que fan des Mavs parce que pour ceux peut-être qui ne suivaient pas encore les Mavs à cette époque-là, imaginez-vous, déjà vous gagnez le premier match à l'extérieur, tu te dis c'est bon, on a déjà fait le taf. Tu gagnes le deuxième, c'est inespéré, tu arrives à 2-0 avec 2 matchs à jouer chez toi. Honnêtement, à ce moment-là, on pensait tous,
Enfin, je pense que ça allait passer en se disant, allez, même là, on peut peut-être faire le 3-0 qui fait que Oui. ça viendra le fameux 3-0. Et puis bon, Kawhi Leonard, surtout, Paul George aussi, on a décidé autrement et on revient à 2-2 chez eux. Le momentum est carrément de leur côté. Et là, à ce moment-là, bim, l'inverse se produit. On va à nouveau gagner chez eux. Le Game 6, c'est eux qui viennent gagner chez nous alors qu'on aurait pu terminer à la maison. Il y avait une ambiance de malade dans le stade. Et malheureusement, voilà, le match 7, on le perd. Je crois que je suis quasiment sûr que c'est à 21h30 en plus ce match. Je me souviens où j'étais en France. Et c'est une défaite voilà, qui est terrible. C'est, je crois, une des pires défaites que j'ai vécues en tant que fan des Mavs en playoff parce qu'on avait l'espoir. Et depuis de nombreux matchs, on avait l'espoir. Cependant, bon, le Luka, comme tu l'as dit, Nico, maintenant, il y avait plus de surprises. Il avait son statut de superstar et il a été exceptionnel. Je vais revenir un petit peu plus tôt sur les autres surprises. Tim Hardaway Jr., magique, fou, exceptionnel. On sort de cette série-là. La priorité pour les Mavs, et c'est pas une blague, ça a été de prolonger Tim Hardaway Jr. Et beaucoup d'équipes voulaient l'avoir. Et on a été très content de le prolonger avec un contrat de 4 ans dégressif. Tim a été notre deuxième meilleur joueur sur la série. Malheureusement, pas le cas de Porzingis et de Brunson. Porzingis, il a fini en tant que decoy dans les coins. C'est-à-dire, il devait juste attirer les défenses et c'était très triste à voir, surtout pour un mec qui a un contrat max. Brunson, c'était très compliqué. À la fin, Rick ne le faisait quasiment plus jouer. Il a même fait jouer Boban titulaire, Boban Marjanovic, pour essayer de trouver des solutions. Ça a été compliqué. Et voilà. Donc, on oscille entre des déceptions sur ces joueurs-là qu'on attendait. Et voilà, comme certaines satisfactions sur la saison au global. Et puis, une équipe qu'on arrive à emmener en 7, alors que les Clippers, mine de rien, c'est très très fort. Hein. Ça va en finale de conf. Donc, je pense qu'on aurait pu passer un tour cette année-là, si ce n'était pas face aux Clippers en premier. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué à Dallas, Nico, pour passer? Peut-être que Quentin nous a donné la réponse, mais est-ce que tu peux nous donner ton avis? Ouais, je suis relativement d'accord avec Quentin. Enfin, en tout cas, complètement d'accord sur le cas Porzingis, quand même deuxième joueur majeur derrière le mâle alpha Luka. C'était la grande question. C'était est-ce qu'il va être la bonne personne pour accompagner Luka? Et le résultat de ces playoffs, c'est que manifestement, ça n'est pas le cas du tout. Pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer, moi, j'en veux pas du tout à Jalen Brunson. Hein. Je pense que c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Quentin. Je pense qu'on ne devait pas avoir des attentes démesurées sur Jalen Brunson. On se régalera la saison suivante de sa montée et de la folie de Jalen Brunson qui va arriver en playoffs suivants. Mais pour moi, c'est l'échec surtout de Porzingis et du duo Luka-Porzingis. C'est vraiment ce qu'on retient. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je retiens. Effectivement, coup d'éclat d'autres joueurs qui surperforment comme Tim Hardaway Jr. À se poser une nouvelle fois la question sur qui est-ce qu'on voulait véritablement trader dans ce trade avec New York. Si le joueur majeur qu'on n'a pas pris, c'est pas Tim Hardaway, finalement pas Kristaps Porzingis. Mais ce qu'il a manqué pour moi, il a manqué ce qu'il a manqué au Mavs pendant quelques années, jusqu'à à mon avis l'année dernière. Pour moi, c'était surtout un secteur intérieur. Et là, vous vous rendrez compte que je suis obsédé par le secteur intérieur. Mais les forces intérieures qui étaient clairement défavorables aux Mavs sur les postes 4 et 5. Et encore plus, la sous-performance de Porzingis a marqué ça encore plus. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment ce qui a manqué. Alors après, tu peux dire que tu as des joueurs qui auraient pu performer au-dessus, mais j'attendais les franchise players, le complémentaire franchise player de Luka qui était censé être Porzingis, d'amener l'équipe au niveau attendu, ce qu'il n'a pas fait. Et structurellement, je pense que structurellement, c'est là qu'on voit qu'il y a fondamentalement un problème d'équilibre d'équipe avec le changement un peu de jeu de Porzingis et le fait qu'on ne réussit pas à l'utiliser comme on avait prévu à l'origine de l'utiliser. C'est-à-dire comme un joueur plutôt intérieur dominant avec un shoot, et ce qu'il n'apporte pas en fait. Ouais, clairement. Je pense qu'aussi qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, et je vais aussi tirer un peu mon chapeau à Porzingis de ce côté-là. Je pense que l'utilisation de Rick Carlisle a dû être extrêmement frustrante pour Porzingis, et il a gardé pour lui, il est resté très pro jusqu'au bout, et il a mis l'équipe en premier. Et pour ça, voilà, je sais que je le mettrai en avant parce que il a été très très frustré de ces playoffs-là. On l'a vu, les stats à la fin, que ce soit en termes de temps de jeu ou les pourcentages, c'est pas lié, je pense, non plus que à son niveau, c'est aussi lié aux choix tactiques qui ont été faits. Et juste par rapport
à Brunson, c'était juste au fait que dans sa saison, il était quand même c'était un sixième homme qui jouait 25 minutes par match, et contre les Clippers, il finit à jouer 10 minutes par match parce que il apporte rien, et c'est ce qui fait que d'ailleurs on ne prolonge pas. Vous savez, le fameux truc où tout le monde dit les Mavs ont merdé à pas prolonger Brunson, ça vient de cette série de playoffs où il n'a pas été bon. Donc voilà, en fait j'attendais les joueurs, ces deux-là à des degrés différents parce que le contrat max de Porzingis, mais voilà, pour moi ça explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu aller plus loin, même si encore une fois, pousser les Clippers en 7, c'est pas non plus se prendre un sweep. Et quand on regarde du coup avec un peu de recul là aujourd'hui, le constat de ça finalement c'est beaucoup de frustration. C'est frustration de Porzingis, frustration du coaching staff et je pense que même de l'organisation des Mavs au global envers Porzingis. Et on sent une frustration de Luka aussi. Ça se voit, le langage corporel il est assez explicite. Luka est aussi frustré des gens autour de lui, et particulièrement Porzingis, ça transpire assez. Donc c'est facile de dire maintenant, mais quand tu mets tous ces éléments les uns à la suite des autres, la suite, elle est assez claire quand même. D'ailleurs, c'est le premier été où il y a commencé à avoir des rumeurs, des bruits de fond de couloir, comme quoi Luka voudrait partir s'il n'obtient pas le supporting cast adapté ou quoi, après cette série de playoffs où Porzingis en a effectivement pris plein la gueule, à raison, à tort, ça. Ouais, absolument, et ça pose la question aussi de Luka, est-ce qu'il prend pas trop de place? Comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Pour lui laisser de la place qu'il doit avoir, mais en même temps avoir le supporting cast dont il a besoin parce qu'il ne gagnera pas tout seul. Voilà, c'est une super transition, les gars. Une super transition sur l'été qui suit et savoir est-ce que ou pas Luka va signer avec les Mavs puisqu'il était encore à cette époque-là sur son contrat rookie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'extension de Luka avec les Mavs, Quentin? Ouais, bon, alors ça, c'était vraiment attendu. On s'y attendait dès l'ouverture de la free agency. Ça a attendu un peu parce qu'ils ont voulu, avec Jason Kidd, avec Mark Cuban, ils ont voulu un peu faire de la com à Ljubljana, mais il a pu signer son extension en tant que rookie. Donc l'extension rookie, c'est à la fin de la 3e année. Vous pouvez signer une extension qui va jusqu'à 5 ans. Et si vous remplissez certains critères, et Luka les a, c'est-à-dire soit être All-NBA, soit être All-Star, il avait les deux, ça tombe bien, eh bien vous pouvez passer dans une certaine catégorie où vous débloquez encore plus d'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc il a pu signer cette extension qui était attendue, 215 millions sur 5 ans, avec très logiquement une option joueur en dernière année. Donc on est vraiment dans du classique de chez classique. C'est ce qui arrive avec tous les rookies qui fonctionnent bien à la fin de leur 3e année. Les équipes sont là pour les verrouiller pour le long terme. Il me semble que c'est le même montant qu'a eu Trae Young cette année-là. Donc voilà, c'était évidemment la suite logique des choses après l'explosion de l'année 2 et l'année 3 de Luka Doncic. On a voulu le verrouiller et j'espère, les amis, qu'en juillet 2025, nous ferons un podcast avec du champagne pour célébrer la 2e extension de Luka Doncic chez les Dallas Mavericks. Juste pour préciser, tu as dit qu'il avait un player option sur sa dernière année? Oui, tout à fait. Donc en fait, donc en juillet 2025, ce sera là où on saura ou non s'il prend cette option. Non, en fait, il sera toujours sous contrat pour la saison suivante, donc la saison 2025-2026. Mais en fait, il va pouvoir, dès l'été prochain, à partir du 1er juillet, en fait, gérer son extension en refusant en fait par avance l'option joueur qui aura lieu dans 1 an. Donc en disant, cette option joueur, je ne la prends pas, et on rajoute 4 années ou probablement 5 avec une nouvelle player option à venir, et comme ça, on pourrait le verrouiller jusqu'en 2029, et puis à la clé, il aurait surtout le plus gros contrat de tous les temps. Si c'est ce qui se passe, je le souhaite pour nos Mavericks. Ok, alors on va parler de cette saison numéro 4, cette 4e saison de Luka à Dallas. C'est exactement la même question que je vais vous poser. Est-ce que c'est encore une fois la continuité de la saison précédente, Quentin? Ouais, pour moi, là, on est vraiment entre 2 et 3, on était sur le copier-coller statistique. Là, pour moi, en termes de la manière de jouer, c'est vraiment les 2 saisons les plus proches, la saison 3 et 4. Et comme ça, je ne vais pas prendre 8 ans à répondre comme des fois je peux le faire. Et du coup, je vais juste te dire oui, là, on a une vraie continuité entre la saison 3 et 4 d'un point de vue individuel. Et j'insiste sur individuel parce que collectivement, on en parlera plus tard.
il y a eu des changements cette saison-là. Et En fait, on va parler tout de suite. D'ailleurs, j'ai posé la question à Nico. Est-ce que les Mavs allaient pouvoir progresser collectivement pendant la saison 4? Moi, la façon dont je lis ça, je pense qu'ils se sont donné la possibilité de tester jusqu'au bout cette configuration d'équipe. Je pense qu'au-delà du résultat des playoffs, moi, je lis ça comme on se donne au moins 4 mois pour tester ça, voir si avec le temps, l'équipe, la chimie globale d'équipe s'améliore ou on est finalement sur un truc qui c'est juste pas le bon fit en fait, tout simplement. Et il faut opérer un changement. Et c'est ce qu'on voit en fait au final. Assez simplement, c'est qu'ils ont donné du temps, ils ont aidé des mois, et puis la conclusion, c'est ça ne marche fondamentalement pas comme ça. Le fit Porzingis ne marche pas. Tout le monde est frustré. Porzingis, Luka, le coaching staff, comme on disait tout à l'heure. Et ces quelques mois passés ne changent pas grand-chose. Donc c'est le moment où il sonne la cloche, c'est la cloche du changement, la cloche du trade. D'ailleurs, on a oublié d'en parler, mais un très très gros changement, je dirais même un séisme à l'échelle des Dallas Mavericks, c'est que durant l'été, on a quand même eu un changement éternel. Honnêtement, moi, ça a toujours été Rick Carlisle le coach depuis que je me suis mis à aimer les Dallas Mavericks, et l'homme de l'ombre, Donnie Nelson, le general manager, et il y a eu un double changement. Ça, c'était déjà vraiment un gros changement, et puis bon, on n'était pas très heureux, enfin, je sais pas vous, mais à l'époque, moi, quand on m'annonce Jason Kidd, après ce qu'il a fait à Brooklyn ou à Milwaukee, à la place de Rick Carlisle, j'ai eu du mal. Et quand on m'annonce à la place de Donnie Nelson, un mec qui a aucune expérience en general manager, j'ai eu aussi du mal. Et le temps m'a donné tort, j'en suis ravi. Mais voilà, c'était déjà un gros changement pour l'époque. Alors le temps t'a donné tort, pas forcément sur Rick Carlisle, hein. Oui. Parce que je pense qu'il y a bien un truc qui était clair. Je partage exactement ton analyse et j'étais pas forcément le plus ravi à l'idée de voir Jason Kidd, même si l'histoire était belle, hein. Je pense que l'histoire de revoir Jason Kidd dans la posture du coach à Dallas, c'est une jolie histoire. Par contre, effectivement, il n'avait pas spécialement brillé à Milwaukee, pas spécialement brillé à Brooklyn. Donc, c'est grand point d'interrogation sur sa capacité à être, je dirais même à finir la saison, en fait. J'irais jusque-là. Et on s'est trompé. Ouais, non, c'était plus dirigé surtout pour Nico Harrison, mais mes doutes qui ont été balayés d'une seule main. Parce que les doutes sur Jason Kidd, il en reste. Je crois qu'on a déjà parlé dans des playoffs avant. Il en reste, mais Nico Harrison, je n'en ai plus aucun. Je lui fais confiance, je lui confierai ma vie. Voilà. Alors moi, je suis beaucoup plus confiant que toi désormais sur Jason Kidd. Je pense qu'il a prouvé, et d'ailleurs l'intérêt à un moment des Lakers pour Jason Kidd était le signe quand même qu'il a changé de statut pour moi. Même si la victoire, la victoire, je pense que l'upgrade des Mavs vient en partie de Jason Kidd et pas que de Jason Kidd. Clairement, Nico Harrison a un rôle majeur dans ça, mais en tout cas, il a montré beaucoup plus que ce qu'il avait pu montrer par le passé, notre ami Jason Kidd en tant que coach. Alors, vous avez parlé du changement Nico Harrison, le changement de Jason Kidd. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ce fameux trade, en fait, le trade de KP, puisque ça, c'était aussi un énorme changement dans l'équipe. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce trade, Nico? Je peux faire, mais je vais faire très court, en fait. Moi, mon sentiment, et je vous invite à réécouter un podcast où on a parlé de ce trade. Mais pour faire simple et court, je dirais oui, ils ont viré Porzingis et c'est ce qu'il fallait. Après, le constat, il était assez clair, il fallait un changement. Mais le constat, il est vraiment pour pas grand-chose. C'est ce qui ressort de ce qu'il récupère. Ça donne vraiment le sentiment qu'il voulait vraiment le bazarder et que ça se bousculait peut-être pas tant que ça pour le récupérer. Et du coup, ça donne l'impression, ok, changement avec pas grand-chose, c'est pas ce que ça va nous amener. Mais j'ai envie de te demander, à l'époque, quand tu as vu le trade, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu étais confiant ou tu étais désespéré? Moi, à l'époque, je faisais partie de la team. Il est temps d'opérer un changement et ce sera sans Porzingis. Donc, je ne suis pas surpris de le voir partir et je suis même plutôt content de le voir partir. Ce qui me surprend quand même, c'est waouh, c'est pas grand-chose. Et je me dis surtout qu'on aurait pu essayer de récupérer davantage. Mais bon, a priori, c'est ce que le marché nous offrait. Mais j'étais un peu déçu de ce qu'on récupère. Alors, rappelle-nous qu'est-ce qu'on récupère. Vas-y, Quentin. Ouais, non, mais moi, parce que moi, je faisais partie de la team qui croyait. On était de moins en moins dans cette team.
mais je faisais partie de la team qui croyait toujours, enfin en gros qu'il y avait des circonstances atténuantes pour KP et qu'il fallait une saison pleine avec Luka pour vraiment juger. Donc j'étais team KP encore. Donc j'ai vraiment été ultra choqué. Et comme tu dis, en fait, ce qu'on récupère en échange, c'est dégueulasse parce qu'il y a Dinwiddie, ok, cool. J'aimais bien sa période avec les Nets. J'aime bien le joueur à l'époque. Bertans, je savais déjà que son contrat était affreux. Donc déjà, tu récupères un contrat affreux contre Porzingis. Mais le pire, c'est quand même qu'on envoie un second round pick dans l'histoire. Et je me souviens qu'à l'époque, beaucoup, dont moi, pensaient que le second round pick, il faisait le chemin inverse, que c'est les Wizards qui nous le donnaient. Mais non. Donc ça montre bien que, comme tu dis, Nico, personne ne voulait de KP. Et je pense honnêtement que on a vendu Porzingis là où il a eu sa valeur marchande la plus basse de toute sa carrière. Donc bon, il fallait s'en débarrasser. Et la suite, on va voir que c'était une bonne chose à faire. Mais vraiment, ce trade, c'est vraiment Nico Harrison qui veut se débarrasser de Porzingis parce que ça marche pas. Et il n'est pas en mode je vais essayer d'avoir les meilleurs assets en échange. Il dit je le débarrasse, je prends peu importe ce qu'il y a en échange, je me débarrasse de Porzingis. Et même s'il faut envoyer un pick de draft dans l'échange. Donc on a envoyé 2 picks de draft à New York pour récupérer Porzingis. Bah, vous savez quoi, on en renvoie pour s'en débarrasser. Enfin bref, donc voilà, pour répondre à ta question, Barn, comment je l'ai vécu, j'étais vraiment pas content du trade le jour J. Je me souviens que les fans des Wizards étaient universellement très heureux. Dans la fanbase des Mavs, on était quand même plutôt divisés entre on n'aurait pas dû faire ça et c'était à faire, comme dit Nico. C'était à faire, mais bon, on s'est quand même un peu fait avoir, quoi. Enfin, avec le recul, c'était quand même un win-win. Hein, quand on voit les deux en finale, hein, finalement, l'an dernier. Porzingis, champion NBA, et puis les Mavs finalistes. Donc, c'est quand même un pur win-win. D'habitude, nous, on parle des équipes win-win pour Porzingis d'un côté et pour Dallas de l'autre. Parce que les Wizards, eux, ils sont au même point. C'est vrai. 15 ans qu'ils sont au même point, les Wizards. Alors, les gars, ce trade, comment est-ce que vous jugez les performances de l'équipe avant et après le trade, Quentin? Clairement, il y a un changement qui s'opère assez rapidement après la trade deadline. Et puis surtout, tout à l'heure, je parlais de grands changements collectifs dans la saison de Luka Doncic. Grâce au coaching staff de Jason Kidd et à une équipe parfaitement soudée avec une très bonne cohésion, on va avoir une défense excellente. Mais vraiment, je n'exagère pas, c'est la meilleure défense qu'on ait eue depuis les 6 années de Luka Doncic. Et je pense qu'une saison aussi bonne défensivement, je ne sais pas quand il faut remonter, mais ça a vraiment été notre grande force qui fait que sur la deuxième partie de saison, on est la meilleure team avec Boston. Vous savez, c'est la saison où Boston, ils font un comeback de fou là, dans la conférence Est. Nous, on a un petit peu fait pareil. Et les derniers mois, les Mavs, c'est l'équipe qui te refait la remontade au classement. On gagne. Il y a une série, je ne sais plus, de 6 wins de suite où il y a des grosses équipes. Bref, on perd très très peu de matchs après la trade deadline. Et on a surtout une meilleure distribution du ballon. J'y reviendrai par la suite, mais on a vu que la venue de Dinwiddie a énormément favorisé le système de jeu avec en fait 3 joueurs capables de gérer la balle en la personne de Dinwiddie, Brunson et Doncic. Et donc collectivement, ça a été un pur plaisir de regarder cette équipe et cette deuxième partie de saison régulière. Donc voilà, pour l'après-trade, il s'est assez rapidement fait sentir de manière très positive. D'ailleurs, Dinwiddie a aussi individuellement fait bien marqué les esprits. Alors, du coup, ça nous amène aux playoffs. Et là, j'ai envie de donner la parole à Nico qui, lui, a vécu les premiers matchs de playoffs contre le Jazz en personne à l'AAC. Alors, Nico, est-ce que tu peux nous raconter un peu ces débuts de playoffs qui sont d'ailleurs sans Doncic? Ouais, alors déjà, globalement, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez déjà vu un match de saison régulière de NBA, c'est déjà une super expérience. Mais par contre, je vous invite fondamentalement à aller voir un match de play-off, puisque l'intensité n'est pas du tout la même sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs, les matchs de play-off des Mavs, dans une ambiance vraiment de feu. Alors, c'est pas l'Olympiakos. Je vous avais vu d'ailleurs accessoirement les images d'Evan Fournier là, aujourd'hui, de son arrivée à l'Olympiakos, c'est la folie furieuse. Donc, c'est pas ça. Mais on est quand même dans une ambiance de feu à l'American Center. Donc, rien que ça, c'est quelque chose vraiment à voir et à vivre
Je vous recommande vraiment pleinement. Donc, c'est un super souvenir des années maintenant en arrière, mais c'est un grand souvenir. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce match-là, en plus de l'intensité un peu du public, c'est effectivement les Mavs sont sans Luka Doncic contre Utah. Donc, les Mavs finissent 4e et Utah est 5e. Sans Doncic, on se dit, mais on va se faire bouffer, en fait, concrètement. Ça paraît bien compliqué. Alors, on sait qu'il va revenir au sein de la série, mais on se dit, on va se prendre 2-3 matchs de retard et ça va être compliqué de revenir. Et pour moi, ce match, il y a, en plus de l'intensité dont je parlais, c'est la masterclass absolue de Jalen Brunson dont on parlait tout à l'heure, qui met 41 points et qui prend une toute autre dimension et qui nous montre tout son jeu, là, maintenant qu'on voit tout à fait régulièrement, en appui, feinte, spacing sur le défenseur, vraiment une technique pas possible. Et il domine sur le terrain. Alors, il n'est pas tout seul, hein. Il a Dinwiddie aussi qui a un rôle majeur. Mais c'est une masterclass de Jalen Brunson. Et là, ça revient un peu à ce que tu décrivais, Quentin, tout à l'heure, sur les interrogations de la prolongation. On se dit, waouh, il prend une dimension inattendue, plus qu'inattendue. Et c'est là qu'on se dit, on aurait peut-être mieux fait de le signer tout de suite, en fait. Voilà. Enfin, ça, c'est un peu une autre histoire. Ce que je veux aussi retenir de ce match-là, c'est qu'on a eu le temps d'un match, la métamorphose de Maxi Kleber en Larry Bird. Parce que notre ami Maxi Kleber prend complètement feu à 3 points. Je crois qu'il de tête, il met 8 3 points. Il a 8 sur 11 à 3 points. Tête de raquette, dans le corner. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et du coup, les Mavs gagnent à l'arraché ce match en se disant qu'ils allaient le perdre, en fait. Ils avaient peu d'assets pour ça. Donc, c'est un match, c'est vraiment un match extraordinaire. Et juste pour revenir sur Brunson, est-ce que ça, c'était l'éclosion, on peut dire, de Jalen Brunson? Est-ce que le fait qu'il n'y avait pas Luka, du coup, ça lui a permis d'exploser comme ça? Je pense que c'est un peu associé à ça, en fait. Je pense que ce qu'on cherche, en fait, ce que cherchaient les Mavs c'était à bien accompagner Luka, en fait. D'avoir un deuxième joueur majeur sur lequel ils peuvent s'appuyer. Pas forcément qu'un porteur de balle, mais en tout cas d'avoir un deuxième joueur majeur qui soit capable de devenir première option en attaque, si nécessaire, et d'apporter une alternative dans le jeu. Et l'absence de Luka, de facto, met Jalen Brunson dans ce rôle et il fait plus qu'exceller en fait dans ce rôle-là. Il se révèle fondamentalement. Alors, il fait, comme tu disais Quentin, il fait une très belle fin de saison régulière avec ce changement de système, ce changement de coach. Je pense que lui va très bien. Mais là, c'est vraiment la confirmation de tout ça. Donc ouais, bien sûr, ça lui va très très bien. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais en fait, la deuxième joueur majeur, en fait, on l'a. Il s'appelle Jalen Brunson. J'ai eu un petit bug audio, je vous ai perdu 45 secondes, donc j'espère que je n'ai pas trop loupé et que je ne vais pas trop faire de la redite. Mais moi, ce que je me souviens de cette fin de saison régulière par rapport à Brunson, c'est qu'il y avait aussi un vrai parallèle entre Luka qui était effectivement plus sous les projecteurs, mettait plus de points, mais il y avait beaucoup plus de déchets. Et au contraire, Brunson, c'était d'une propreté, notamment à mi-distance. Et je ne sais pas si tu l'as dit, Nicolas, mais sur ce début de série, donc les 3 premiers matchs sans Luka, en fait, on avait le joueur de New York, il était déjà là sous nos yeux avec une propreté au tir ou à la perte de balle qui était vraiment phénoménale. Et en fait, dès ce moment-là, on a su que le montant à la free agency allait être très, très, très élevé. C'est exactement ce que j'ai dit quand on est très nouvelle fois. Aux auditeurs pour la redite, j'ai eu un petit souci, mais ouais, voilà, clairement, ce Brunson de début de série, c'était vraiment fou. Je lis juste un truc en plus parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, je trouvais ça super intéressant. Il y a une interview de Mark Cuban là, qui a partagé le rapport que les Mavs avaient fait sur Jalen Brunson à la draft. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est super intéressant ce qu'il dit. Donc, je vous fais la version courte. Mais en gros, ils disent Brunson, on l'a noté, il est un peu rondouillard. Il n'est pas très athlétique. Il n'est pas très rapide. Mais c'est un gagnant et c'est un champion dans l'âme. Et la synthèse de Cuban et du staff de l'époque, et ça n'a pas de prix. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont drafté en second tour. Et quand on regarde en fait tout ça, effectivement, il n'a pas tellement changé. Et je ne pense pas qu'il se soit métamorphosé physiquement. Il n'est toujours pas extrêmement rapide. Par contre, gagnant dans l'âme, sans aucun doute, leader dans l'âme plus que jamais. Et là, ce qu'il prouve en fait depuis, il prouve avec ses playoffs avec les Mavs, mais depuis son passage au Knicks, il a pris une toute autre dimension. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as parlé de Maxi Kleber, Nico, pendant le... Ouais, je disais que Maxi Kleber c'était cloné en Larry Bird le temps d'un match. C'était fou. C'était ce match où tu étais dans la salle? J'étais dans la salle et vous savez que je suis pas un grand fan de Maxi Kleber. Oui, bah oui.
Je peux vous dire quand même, j'étais avec ma femme et quand j'avais présenté Maxi Kleber, elle connaît pas de faire le basket, je lui ai dit, bon, bah, lui, tu vois, il va peut-être mettre 2-3 points, mais sinon, il va en prendre 40. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Maxi Kleber? Le petit signe du téléphone de Maxi Kleber, call Maxi, on l'a vu 8 fois, il fait 8 sur 11 à 3 points dans toutes les positions. Il était, mais complètement en feu. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, alors les gars, on va passer à la série d'après. Donc là, les Mavs se qualifient au premier tour contre Utah et se retrouvent contre Phoenix. Alors là encore, les Phoenix favoris, on est d'accord? Ah oui. Ah oui, oui. Ok, oui. Autant contre Utah, c'était la première fois, je sais pas si tu as dit, mais qu'on était favori très légèrement dans une série. Donc c'était la première fois que ça arrivait à Luka. Autant contre Phoenix, il me semble que c'est la première saison où non, je sais plus. Enfin, bon, en tout cas, ils étaient clairement favoris pour le titre de manière générale. Donc là, avec l'avantage du terrain, on n'était pas censé sortir gagnant de cette série. Ouais, cette série a été très serrée. Hein, elle a été jusqu'au match 7. Est-ce que vous voulez parler de la série en général ou on peut parler direct du match 7? Parce que le match 7, c'est quand même... Juste par rapport à la série, là où effectivement on dit que qu'on n'était pas favori. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais les 2 premiers matchs, on les perd donc chez eux. Et on les perd bien, c'est pas des défaites de 1 point, c'est vraiment on se fait dominer de A à Z. Et je me souviens très bien que l'objectif pour le Game 3 ou le Game 4, c'est d'en prendre un et de se dire qu'on va éviter de prendre un sweep. Mais honnêtement, qu'un fan des Mavs vienne me dire qu'il croyait à la victoire après le Game 2, bah, je le traiterai de menteur. Ou alors il me trouve une preuve orale ou quoi. C'est encore plus fou que de se dire qu'on allait faire ce match 7. C'est inoubliable quand tu vois où on en est à la fin du Game 2. Mais c'est comme prévu, je dirais, en fait. Honnêtement, la domination des Suns, elle est sans surprise et elle est comme prévu. Donc, oui, archi d'accord avec toi. C'est pas une grande surprise, en fait. On ne s'attendait pas à ce que les Mavs, ne serait-ce que se retrouvent en position d'être à 3 partout. C'est déjà de la science-fiction. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, racontez-nous ce match 7. Comment vous l'avez vécu? Vous y croyez? Vous y croyez pas, du coup? Match 7, moi, j'y croyais pas. On est à Phoenix, hein. Faut rappeler ça quand même. Ouais. On est en Game 7 à l'extérieur. Hein. Et alors, est-ce que c'est la plus grosse victoire des Mavs en play-off? Oui. Moi, je commence, Quentin, je te laisse compléter. Je vais faire court. Honnêtement, je crois que dans l'émission précédente, on parlait de l'ego de Luka et de sa capacité à se sublimer dans les grands matchs. Je pense que ce match, c'est la démonstration absolue de ça. Clairement, il avait faim, il voulait leur marcher dessus, particulièrement Luka. Et les 2 premiers cartons, c'est la démonstration de ça. Il ne voulait pas gagner, en fait. Je pense que ce n'est pas gagner qu'il voulait faire. Il voulait les écraser. Enfin, on sentait vraiment, il y avait le petit bif en plus avec Devin Booker. Je pense que Luka, il était remonté comme une pendule. Il voulait les écraser vraiment, voire physiquement. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas gagné, en fait. Ils les ont massacrés. Ils ont humilié. Tu te souviens, comme tu disais, le petit bif avec Devin Booker. Je crois que c'est en sortie de match 5 ou 6, je sais plus, où en gros, il va en conférence de presse, Luka Doncic, et il dit tout le monde, il fait le show parce qu'il est devant au score, en parlant de Devin Booker. Ouais. Et ça, en me disant, bah ouais, quand il est derrière, on l'entend pas parler, quand c'est serré, il parle pas, mais quand il gagne, il est là pour parler. Là, on le voit bien. Et là, on a vu qu'il était bien piqué dans son ego, et on a vu ce que la bombe nucléaire elle a donné. Et pour rappel, alors je me souviens plus du nombre exact, mais à la mi-temps, Luka Doncic a plus de points que les Phoenix Suns, c'est ça? Ouais, absolument, ouais. Voilà. Donc, il y a une expression, il y a une expression en anglais, je crois que c'est « don't poke the bear ». Exactement. Et bien là, si tu veux prendre l'illustration de ça, ne chauffez pas les oreilles de notre ami Luka Doncic dans un match 7, même à Phoenix, il va vous écraser, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et là, je sors les stats première mi-temps de ce match. Les Phoenix Suns à 27 points et Luka 27 points. En fait, ils ont exactement le même nombre de points. Ouais. C'est magique. Ouais. Sauf que en première mi-temps, il y a un autre joueur qui a plus de 20 points et c'est Spencer Dinwiddie. Il a été incroyable. On l'oublie. On l'oublie, mais il finit quand même avec 30 pions, 11 sur 15 au tir. C'est super propre. Et c'est vrai, c'est le genre de prestation qu'on oubliera avec le temps, mais Dinwiddie, sur ses playoffs, il a quand même été très très important, à l'instar d'un Brunson aussi. Et donc, à côté de Luka qui a effectivement permis à l'équipe d'avoir tout le fuel, etc., c'est aussi par des tirs aussi précis que ceux de Dinwiddie
qui a pu avoir un écart très grand et qu'on ne s'est jamais fait peur une seule seconde sur ce match. Et bon, c'est un luxe dans un Game 7 de ne pas avoir à stresser une seule seconde et de pouvoir savourer de A à Z. Et pour envoyer peut-être une gentille crotte de nez aussi, c'est le navire Chris Paul et le navire Devin Booker qui ont coulé. Les soi-disant garanties de top performance en playoff dans les matchs décisifs. Je pense qu'on ne peut plus avoir cette conversation après ce désastre pour les Suns. Ah oui, tout le monde s'est donné à cœur joie dans la sphère NBA pour se moquer d'eux. D'ailleurs, c'est un peu un hors-sujet, mais globalement, on est toujours les favoris des... Vous savez, les fans qui sont ni pour une équipe ni pour l'autre. Et bien, globalement, dans toutes les séries qu'on a faites, ils étaient pour nous. Contre les Clippers, c'était pour nous. Contre les Suns, là, c'était carrément pour nous. La série d'après, c'était aussi pour nous. Enfin, et là, les finales NBA de cette année, Boston, tout le monde était pour Dallas. Et on a toujours été un peu l'équipe que les gens veulent voir. Et alors là, contre Phoenix, c'était peut-être son paroxysme. Tout le monde s'est bien fendu la poire face aux Suns. C'était un vrai régal, très bon souvenir. Et à la sortie de ce match, on était surconfiants. Enfin, moi, en tout cas, j'étais surconfiant. Je pensais que au moins, ça allait être serré dans la série d'après contre Golden State. Bon, ça n'a pas été le cas. Quentin, tu nous racontes un peu cette série contre Golden State? Ouais, bah alors déjà totalement d'accord avec toi dans le fait qu'on a été peut-être un peu trop confiant sur l'équipe qu'on avait et on a peut-être aussi un petit peu trop sous-estimé ces Warriors. Alors je continue de penser que le 4-1 est un peu sévère par rapport au niveau des équipes qu'il y avait. Je pense que le Game 3, on aurait vraiment dû le prendre chez nous. C'est une faute professionnelle de ne pas l'avoir pris celui-là, c'est nous qui le perdons. Mais voilà, Golden State est très fort et notamment sur le collectif. Et Andrew Wiggins qui a été très 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 bon. À l'époque, vous vous souvenez, c'était la première fois qu'ils avaient sorti le trophée de MVP des finales de conférence. Et il y avait le débat, est-ce que ça devrait être Wiggins ou Curry, voilà, pour montrer à quel point Wiggins avait été très très bon et qui nous avait fait mal. Et puis nos joueurs ont aussi un petit peu individuellement déchanté. Bon, ça vient aussi de la perf défensive des adversaires. Hein. Luka était plus maladroit à 3 points que d'habitude. Et Jalen Brunson, alors que ses playoffs ont été vraiment très très bons, il finit pas sur une bonne note avec des matchs à seulement 10 ou 12 points pour ses derniers matchs. Il apporte pas grand chose, donc la note est un peu amère sur la fin, mais voilà, magnifique voyage de Brunson avec nous. Et voilà, la saison qui se termine sur un 4-1. Donc en plus, malheureusement, on perd le 3e chez nous. Donc en fait, il y avait 3-0. Donc la série a été rapidement terminée, rapidement pliée. Et on n'a pas pu aller en finale NBA alors qu'on y croyait. Enfin, personnellement, j'y croyais très très fort. Et en plus, pour la petite histoire, c'était donc fin mai, ces finales de conférence et les finales NBA commençaient tout début juin. Et tout début juin 2022, c'est l'époque où je suis arrivé à Dallas et où on s'est rencontrés d'ailleurs pour la première fois pour le game de Boston contre Golden State. Donc on aurait peut-être pu, dans un univers parallèle, regarder les Mavs ensemble. Mais voilà, ça ne s'est pas joué non plus à tant que ça, je pense honnêtement, mais Golden State était resté supérieur à nos Mavericks. Et pour la petite histoire, c'est pendant la finale NBA qu'on s'est rencontrés, Quentin. Je pense qu'on avait vu le match 4 ensemble. Match 4. Je sais parce que notre groupe, groupe s'appelait Match 4 pendant un bout de temps. Tout à fait. Et j'ai pu profiter du plaisir, chers auditeurs européens qui écoutaient ça, mais pendant 1 an et demi des matchs à heure normale. Ça, la belle vie. On va en reparler dans le prochain épisode de tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais, je voulais juste quand même sur cette... parce que on n'a pas pu parler de tous les joueurs, hein, parce qu'on veut aussi éviter les émissions qui durent 1 heure et demie. Mais pour faire un petit shout-out, petite dédicace à 2 joueurs qui m'ont énormément impressionné cette année-là. C'était défensivement Reggie Bullock et Dorian Finney-Smith, qui ont tous les deux été exceptionnels d'un point de vue temps de jeu, donc cardio, sur ce qu'ils ont apporté. Donc Finney-Smith a défendu sur des postes 3-4 et souvent des joueurs plus lourds et plus grands que lui. Bullock s'est occupé beaucoup de postes 2-3 plutôt, mais les deux, pour vous dire, hein, ils tournent à 40 minutes de jeu quasiment, et c'est bien plus que Luka, hein, c'est plusieurs minutes de plus que Luka Doncic sur ses playoffs où on va en finale de conférence. Et voilà, je veux pas que ces performances défensives excellentes tombent dans l'oubli, donc je voulais faire une petite dédicace à ces 2 joueurs, surtout en plus pour un Reggie Bullock qui par la suite va bien me
m'énerver, me rendre vénère sur la saison d'après, mais on garde ça pour un prochain épisode peut-être. Pour t'accompagner, Quentin, dans le shout-out à nos amis, hein, ce qui est marrant à regarder, justement, je pense que c'est j'allais dire en français, c'est le summum de leur carrière, tous les deux. Je pense que c'est le summum de leur basket, et la suite n'a été qu'un lent déclin, à mon avis, dans leur performance. Et je ne parle même pas après de Finney-Smith quand il s'est retrouvé à Brooklyn, où là, c'est encore un autre niveau. Mais pareil, Bullock, effectivement, a jamais été aussi fort que pendant cette campagne de playoff. Et moi qui adore les profils un peu défensifs, chien de la casse, avec une adresse free and D, Bullock m'a beaucoup impressionné. En plus de Finney-Smith. Mais Finney-Smith, on le savait déjà à la limite, tu vois, c'était moins une surprise. Oui, mais enfin, je me souviens qu'il y avait quelque chose qui était fou avec Finney-Smith, c'est que chaque saison, il faisait meilleur que la saison d'après, la saison d'avant à 3 points. Et il a réussi à faire ça sur 6 ou 7 saisons de suite, et du coup ça correspond très bien à ce que tu dis. Ça c'est la dernière saison où il a progressé à 3 points, bah, c'est celle-ci, et il était quand même, c'est fou de se dire ça, à 40% à 3 points. Alors oui, la plupart c'était des tirs ouverts grâce à Luka, mais 40% à 3 points en NBA, c'est sûr, pour un mec qui n'est pas drafté, c'est fou. Donc ouais, je suis d'accord, le prime de Dorian Finney-Smith. Et c'est le chemin le plus beau pour Finney-Smith. C'est le chemin arrivé. Chaque année n'a été qu'une lente progression, mais une progression certaine. Donc, j'espère qu'il reste un petit chapitre à écrire. À Dallas. Wow. Bref. Bon, les gars, on va clore l'émission. Est-ce qu'on clôt tout de suite? Oui, allez, on clôt. On va préparer la prochaine. Eh ben, allez, salut à tous. À la prochaine pour une émission. Un quiz, moi. Tu veux le quiz? J'ai préparé un quiz, mais on est déjà. Je suis monsieur maître du temps là. On est déjà à 50 minutes, donc oui. Alors on peut se faire un quiz. Allez, rapide. Vas-y. Alors on a parlé de Luka pendant 2 épisodes. On a parlé de ses performances en triple-double, et j'aimerais que vous me disiez. Alors, attendez, en fait, je voulais vous demander, en fait, où est-ce que Luka est dans l'histoire en termes de triple-double à son jeune âge, et que vous me donniez tous les joueurs qui sont devant lui au classement historique des triple-doubles. Vous n'avez pas le droit d'aller sur Google. Non, au moment, à cette saison-là, du coup, maintenant, aujourd'hui. Ok, waouh. Le numéro 1, vous savez. Oui, Russell Westbrook. Voilà. Ça va être d'abord combien est-il? Ou tu veux qu'on fasse les joueurs dans l'ordre? Non, pas dans l'ordre, vous n'allez pas réussir, mais si vous me donniez le top, je crois qu'il est 7e. Donc, ouais, vous me donniez le top 6 joueurs qui sont au-dessus de Luka en termes de triple-double dans l'histoire. C'est compliqué. Oh, bah après, c'est des noms connus, donc vous pouvez deviner. Oscar Robertson, déjà, ça c'est sûr, en numéro 2. Ouais. Très bien. Jason. Alors, non. Je m'excuse, hein, j'ai dit 6e, il est 8e, Luka. Donc il y a 7 joueurs devant lui. LeBron est encore devant? LeBron, oui, c'est bon. Est-ce qu'on a Magic dedans? Magic, très bien. Ouais, Wilt, il y est encore devant? Bravo. Nico? Il en manque 2. Nico? Bird? Est-ce que Bird est dedans? Non, Bird 10e. Et Nico? Nico Jokic? Jokic, 4e, bien joué. Il en reste un. Il en manque un, ouais. Actuel ou ancien? Il est ancien, mais il est aussi actuel. James Harden? Non. James Harden, 9e. Il est ancien, mais il est aussi actuel. Ouais, c'est débile, mon truc. Il est au Mavs. Ah, Jason Kidd. Jason Kidd, bien joué. Vous tendrez l'oreille. À un moment, j'ai dit Jason, et après, j'ai fait non. Il y a genre 2 minutes. Bah si, écouter ses instincts toujours. Et oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on disait aussi que Jason Kidd était un coach qui pouvait correspondre en termes de joueur à un Luka Doncic, parce que qui de mieux pour comprendre un Luka Doncic qu'un joueur qui, sur certaines facettes, a pu lui ressembler. Alors, Luka, 77 triple-double déjà dans sa carrière. C'est vrai? 77? Son numéro. Ah, c'est vrai. Incroyable. J'allais dire que Wilt, il est à 78, donc autant dire que ça va vite, parce qu'il va vite devenir 7e.
Et juste pour le top, c'est donc Russell Westbrook, 199 triple-double. Encore un petit peu de chemin. Il va falloir que Jokic, il lui laisse les triple-doubles, mais j'ai aucun doute là-dessus. Et Jokic, il a 130 triple-double. C'est marrant, ça en dit long sur l'évolution du jeu quand même. Hein. Ouais. De se dire Claire. que il y a quelques grands noms, mais le basket a beaucoup évolué, si vous aviez des doutes. Tout à fait. Voilà les gars, bon c'était le petit quiz, on en fera un autre la prochaine fois. Merci pour l'émission, on se dit à très bientôt. Bah ouais, à la prochaine. Salut tout le monde.